Le chapitre 9 est sans doute un des chapitres les plus importants de ce cours. Il concerne le système immunitaire et la façon qu'ont les organismes à se défendre les uns vis-à-vis des autres. Nous verrons donc la lutte contre la maladie, puis les différents types d'immunité, l'immunité innée et adaptative, ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, le développement de l'immunité avec les organes lymphoïdes et certains dysfonctionnements du système immunitaire. Pour introduire ce chapitre, disons que les organismes sont toujours en concurrence les uns par rapport aux autres. Concurrence pour la nourriture, pour l'espace. On sait que, par exemple, les microbes, les bactéries, ou les bactéries et les moisissures, se combattent entre eux, mais aussi attaquent des organismes plus complexes, comme des cellules végétales ou des cellules animales, notamment à l'aide de facteurs de virulence. Et à leur tour, ces organismes complexes, par exemple l'homme, ont développé des stratégies sophistiquées pour se protéger, et c'est ça qu'on appelle l'immunité. Nous pouvons donc définir l'immunité comme l'ensemble des phénomènes contribuant à maintenir l'intégrité de l'organisme et assurer son rétablissement après une agression, par exemple une agression infectieuse par un microbe. Mais une autre fonction de l'immunité, qui est moins évidente, est la capacité de reconnaissance entre, d'une part, les constituants de l'organisme, ce qu'on appelle le soi, ces constituants devront être tolérés, et les molécules étrangères, qu'on peut appeler le non-soi, qui devront être rejetées. Cette notion du soi et du non-soi est très dépendante de ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité, ou encore CMH. On appelle CMH un groupe de gènes codant pour les protéines clés des surfaces cellulaires qui jouent un rôle important dans la reconnaissance cellulaire. Ces notions ont été abordées dès 1930 avec les travaux de Gorer et Snell sur des greffes de peau chez la souris. En effet, les molécules jouant dans l'histocompatibilité sont codées par des dizaines de gènes différents, regroupés en un complexe génique. C'est le CMH. Chez l'homme, ces molécules ont été découvertes en 1952 par Jean Dosset sur les leucocytes et ont donc été appelées les HLA ou Human Leukocyte Antigen. Cette découverte a été majeure pour mieux comprendre la compatibilité des greffes chez un individu greffé. Le système immunitaire fonctionne avec deux catégories de mécanismes étroitement intriqués. Premièrement, l'immunité non spécifique, appelée encore immunité naturelle ou immunité innée, et l'immunité spécifique, ou acquise, ou encore appelée adaptative, capable d'une mémoire immunologique. Les principaux objectifs du système immunitaire sont une lutte contre les agents infectieux, étrangers à l'organisme, lutter contre un organe étranger, dans le cadre des greffes d'organes en transplantation, ou bien de lutter contre une cellule tumorale, reconnue comme étrangère après sa transformation cellulaire. On parlera donc d'immunité anti-infectieuse, d'immunité de greffe ou d'immunité antitumorale. Un mot maintenant sur les facteurs qui peuvent influencer le système immunitaire. Il existe des facteurs génétiques, le genre, mâle ou femelle, l'âge, et toute une série de facteurs liés à l'environnement. Par exemple, l'état nutritionnel, l'obésité, ou les habitudes alimentaires comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'exercice physique, aigu ou chronique, surtout le stress, environnemental, physiologique ou psychologique. Le système immunitaire peut également être exploité pour lutter contre les agents pathogènes par la vaccination. Mais il peut être agressé par des bactéries, mais surtout des virus, qui infectent des cellules effectrices du système immunitaire, les lymphocytes, T ou B, ou les monocytes que nous verrons par la suite. Enfin, le système immunitaire peut être également influencé par le statut hormonal. Une autre caractéristique du système immunitaire est celle d'être équilibré. Dans ce cas-là, on appelle ceci l'homéostasie, ou encore balance immunitaire. En effet, notre système immunitaire doit lutter contre les agressions infectieuses, agressions par les bactéries, des virus et des parasites, que nous reverrons par la suite, mais il doit aussi tolérer toutes les agressions que nous avons quotidiennement dans l'air, les aliments. Ainsi, le système immunitaire aura à faire le choix entre ignorer toutes ces agressions par l'air, les aliments, les molécules naturelles,
les molécules de synthèse, les multiples contacts cutanés ou les éventuels médicaments ou produits injectables que l'on peut avoir, ou bien déclencher une réponse immunitaire qui induit une tolérance. Si cette ignorance ou cette tolérance n'ont pas lieu, on peut avoir des situations pathologiques qu'on appelle les situations d'hypersensibilité, comme par exemple l'allergie, qui est une vraie maladie. Cette fois-ci, dans la figure de droite, nous voyons le rôle de l'immunité dans la lutte contre les agents infectieux. En effet, dans notre vie, nous sommes susceptibles d'être infectés et d'être agressés par ces pathogènes qui déclencheront une infection aiguë, pouvant évoluer soit vers une issue fatale et la mort, soit vers la guérison, ou bien encore vers une infection chronique. Cette image est importante et vous montre les différentes étapes des interactions hôte-environnement au cours d'une infection. Le développement d'une infection chez un individu dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, une exposition aux micro-organismes. Deuxièmement, des facteurs d'environnement. Et troisièmement, des facteurs d'hôte. Si on considère tout d'abord la ligne centrale, un individu est exposé à des micro-organismes, voire des agents pathogènes. Dans les minutes, voire les heures qui suivent cette exposition, va se mettre en place une immunité appelée immunité innée, ou non spécifique, car elle intervient pour n'importe quel type de pathogène. Puis ensuite, au cours du temps, une autre immunité apparaît, l'immunité adaptative, ou spécifique, du micro-organisme infectieux. Cette immunité est un peu plus longue à apparaître. En général, c'est dans les heures, voire les jours, qui suivent l'exposition. L'ensemble de ces deux mécanismes, l'immunité innée et adaptative, concourent à l'élimination du pathogène ou à l'élimination des symptômes. Suivant le type d'agent infectieux, suivant le niveau de l'immunité, cette infection peut être inapparente ou à l'opposé aiguë, voire entraîner la mort, ou encore évoluer vers la chronicité comme nous l'avons vu précédemment. Cette évolution de l'infection vers telle ou telle forme dépend de l'issue du conflit entre l'hôte et l'agent infectieux. Il y a donc une très grande variation dans les phénotypes biologiques ou les phénotypes cliniques. Mais il existe différents facteurs qui modulent ces interactions. Tout d'abord, des facteurs liés à l'environnement. Ces facteurs peuvent être non microbiens, par exemple le climat ou d'autres facteurs, ou bien ces facteurs peuvent être carrément microbiens. Dans ce cas-là, on parlera de virulence. La virulence est la composante quantitative de ce qu'on appelle le pouvoir pathogène. Elle représente la notion de quantité de micro-organismes pathogènes capables de produire une maladie infectieuse in vivo dans les conditions habituelles. Interviennent également les facteurs liés à l'hôte. Premièrement des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs non génétiques, comme par exemple l'âge, l'alimentation, l'immunodépression ou l'immunocompétence, ou des maladies intercurrentes. L'activité du système immunitaire est basée sur les fonctions de ce qu'on appelle les effecteurs. Ces effecteurs sont soit des effecteurs solubles, soit des effecteurs cellulaires. Tout d'abord, les effecteurs cellulaires, les cellules du système immunitaire. Nous allons maintenant voir comment évoluent ces cellules du système immunitaire. Elles dérivent toutes d'une cellule souche pluripotente, hématopoïétique, au niveau de la moelle osseuse. Cette cellule souche pluripotente va se différencier d'une part en progéniteur commun lymphoïde, puis en progéniteur myéloïde. Le progéniteur commun lymphoïde va se différencier en une cellule appelée le lymphocyte, cellule importante dans l'immunité adaptative. En revanche, les progéniteurs myéloïdes vont donner naissance à un grand nombre de cellules. Tout d'abord, les monocytes et macrophages, responsables de ce qu'on appelle la phagocytose et la présentation des antigènes. Deuxièmement, les polynucléaires neutrophiles, qui sont impliqués dans la phagocyte et sont d'excellents agents antibactériens. Les polynucléaires éosinophiles, impliqués dans l'immunité antiparasitaire. Puis enfin, les polynucléaires basophiles et les mastocytes, qui sont impliqués dans la protection des surfaces muqueuses. Maintenant,
Voyons où prennent naissance ces cellules effectrices du système immunitaire. Toutes ces cellules prennent naissance au niveau de ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. La moelle osseuse, pour les lymphocytes et les autres cellules. Certains lymphocytes vont ensuite subir une maturation au niveau du thymus. Ce sont les lymphocytes T, T comme thymus. Après ces premières étapes de maturation, les effecteurs du système immunitaire vont se loger dans des organes appelés organes lymphoïdes secondaires ou tissus lymphoïdes. Tout d'abord, les amygdales, les tissus lymphoïdes associés aux bronches, les ganglions lymphoïdes, encore appelés ganglions lymphatiques, la rate, les plaques de Peyer et le tissu lymphoïde urogénital. Ils assureront ce qu'on appelle une veille de l'organisme sur différents sites anatomiques. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne de défense, la défense générique, que les cellules lymphocytaires B, qui, vous le savez, produisent les anticorps. Ces anticorps ont des effets très importants. Ils ont un effet neutralisant, sont cytotoxiques, ont une grande importance pour tuer les bactéries. Et enfin, les cellules lymphocytaires T, qui sont des cellules éminemment importantes puisqu'elles détruisent les cellules cancéreuses, les cellules infectées par des virus et orientent les autres cellules de l'immunité. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne de défense, la défense générique, que les cellules lymphocytaires B, qui, vous le savez, produisent les anticorps. Ces anticorps ont des effets très importants, ils ont un effet neutralisant, sont cytotoxiques, ont une grande importance pour tuer les bactéries. Et enfin, les cellules lymphocytaires T, qui sont des cellules éminemment importantes puisqu'elles détruisent les cellules cancéreuses, les cellules infectées par des virus et orientent les autres cellules de l'immunité. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne. Cette image est importante. Elle vous montre, en effet, quels sont les différents effecteurs, solubles et cellulaires, de l'immunité. Immunité adaptative à droite, immunité naturelle ou innée à gauche. Commençons tout d'abord par les effecteurs de l'immunité innée, à gauche. Cette immunité, je le rappelle, immunité innée ou naturelle, est de déclenchement rapide, sans mémoire des événements passés. Les différents effecteurs sont les cellules dendritiques, les macrophages, des lymphocytes particuliers appelés lymphocytes NK, NK pour Natural Killer, les polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles. Enfin, les effecteurs solubles sont représentés par le complément. Le complément est un ensemble de protéines que l'on peut doser au niveau du sérum, et ce complément a une excellente activité anti-infectieuse, principalement antibactérienne. La partie droite de la figure, cette fois-ci, représente les effecteurs solubles et cellulaires de l'immunité adaptative. Nous distinguerons tout d'abord les lymphocytes B, qui se différencieront en plasmocytes sécréteurs des anticorps, et les lymphocytes T, impliqués dans les réactions cellulaires. Ces lymphocytes T se subdivisent en lymphocytes T CD4 ou CD4+, et lymphocytes T CD8 ou CD8+. Enfin, les effecteurs solubles sont représentés par les anticorps, appelés encore immunoglobulines. À l'interface entre ces deux groupes, nous remarquons des effecteurs à la frontière, impliqués dans une zone intermédiaire, et dans ce cas-là, nous retrouvons des lymphocytes T gamma-delta et des cellules appelées les lymphocytes T NK, Natural Killer T.
Maintenant, voyons une réaction tout à fait intéressante, qui est la réaction inflammatoire. À la porte d'entrée de l'infection, ainsi que dans les tissus où les agents ont pu se propager, les bactéries ou les virus, se constituent ce qu'on appelle des foyers infectieux. Ceux-ci sont liés pour une part à une modification brutale de la microcirculation tissulaire, vasodilatation, résultant du relargage par certaines cellules, mastocytes, plaquettes, polynucléaires, relargage de médiateurs chimiques comme l'histamine, la sérotonine ou les kinines. Cette modification s'accompagne d'une part d'une extravasation de protéines sanguines, comme le complément que nous venons de voir, mais aussi le fibrinogène et les immunoglobulines. D'autre part, d'un afflux massif de leucocytes. Cet afflux est favorisé par certaines substances d'origine bactérienne, ainsi que par la production locale de facteurs appelés facteurs chimiotactiques tels que les kinines ou certains produits de dégradation du complément, comme les fractions C3A et C5A. Ainsi, une réaction inflammatoire commence toujours par une vasodilatation, se manifestant par une rougeur, appelée encore érythème, une augmentation de la perméabilité capillaire, l'œdème et la douleur, puis une migration hors des vaisseaux des différentes cellules sanguines que l'on a vues, polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles, monocytes, macrophages et lymphocytes. Il est à noter que dans une réaction inflammatoire interviennent de très nombreux médiateurs chimiques, comme par exemple les cytokines ou les interleukines. Je vous demande de retenir principalement l'interleukine 1, 6, le TNF-alpha, encore appelé le Tumor Necrosis Factor alpha, mais surtout l'interféron gamma. Cette image vous résume ce que je viens de vous dire dans la diapositive précédente. Elle vous montre par exemple, à l'issue d'une blessure, l'introduction de bactéries pouvant engendrer une réaction inflammatoire. Ainsi, les mécanismes dirigés contre ces bactéries feront appel aux polynucléaires, puis aux macrophages, recrutés à partir des monocytes, et dont le rôle est la destruction des micro-organismes par phagocytose. On distingue plusieurs phases durant la phagocytose, une phase de fixation, une phase d'ingestion et une phase de digestion. C'est au cours de cette dernière étape que l'agent infectieux, la bactérie, va mourir et que ses constituants sont dégradés et éliminés par exocytose. Concernant les phagocytes mononucléés, appelés encore macrophages, un autre rôle sera développé plus loin, le rôle de présentation des antigènes aux cellules effectrices du système immunitaire afin d'initier la réponse immunitaire spécifique. Les images sur cette diapositive vous montrent par exemple, en haut à gauche, un macrophage qui fixe des bactéries avant de les phagocyter. Vous remarquerez dans l'image en bas à gauche l'énorme surface des macrophages pour augmenter l'interaction avec les agents pathogènes, les bactéries notamment. À droite, c'est une image de lymphocytes qui sont en migration. En effet, ces lymphocytes sont recrutés grâce à l'influence de substances chimio-attractantes présentes sur le lieu de l'inflammation. Ils se déplacent à partir des organes lymphoïdes via la lymphe ou le sang. Nous venons de voir, le macrophage a une part importante dans l'immunité innée, mais il joue également un jeu essentiel pour l'immunité adaptative, notamment dans ce qu'on appelle la présentation des antigènes aux lymphocytes. Le macrophage et d'autres cellules que nous verrons par la suite jouent un rôle important dans l'initialisation de la réponse adaptative spécifique par ce que l'on appelle l'apprêtement de l'antigène, souvent des protéines, sous forme de peptides antigéniques. Ainsi, le macrophage rentre dans la catégorie des cellules appelées cellules présentatrices d'antigènes ou CPA. Les cellules présentatrices d'antigènes regroupent ainsi plusieurs types de cellules hématopoïétiques, parmi lesquelles on peut distinguer les cellules dendritiques que nous avons vues auparavant, les macrophages, mais aussi certains lymphocytes comme les lymphocytes B. Voyons maintenant l'immunité spécifique. Les réponses immunitaires spécifiques d'un agent infectieux sont de deux types. Premièrement, les réponses à médiation humorale, avec les anticorps circulants, sécrétés par des lymphocytes B qui se sont différenciés. Et deuxièmement, la réponse à médiation cellulaire, médiée par les lymphocytes T, ayant maturé au niveau du thymus. Ainsi, les principaux effecteurs de l'immunité spécifique sont les cellules T et les cellules B,
encore appelés lymphocytes T ou lymphocytes B. Je rappelle que ces deux types de cellules dérivent d'un précurseur lymphoïde commun. Les lymphocytes T peuvent encore se différencier en sous-populations, des populations appelées TH pour T helper. Ils activeront les cellules B ou lymphocytes B et les macrophages. Et la deuxième sous-population est constituée par les lymphocytes T appelés CTL pour cytotoxic T lymphocytes ou encore CTL qui vont lyser des cellules affectées par exemple par des virus. Les cellules B, encore appelées lymphocytes B, se différencient en cellules appelées plasmocytes qui vont produire des anticorps. Les anticorps sont des protéines appartenant à la famille des immunoglobulines. Il existe plusieurs types d'anticorps, les immunoglobulines A, G et M, appelées respectivement IgA, IgG et IgM. Comme cette figure l'indique, il s'agit de protéines multimériques avec deux sites importants, le site antigénique qui reconnaît l'antigène, antigène bactérien, antigènes viraux, antigènes parasitaires, et un site effecteur. Par ce site effecteur, les anticorps facilitent par exemple la phagocytose des bactéries. En revanche, le site antigénique est plutôt impliqué dans les fonctions de neutralisation d'un virus ou encore neutralisation d'une toxine bactérienne. Certains anticorps, comme par exemple les immunoglobulines M, encore appelées IgM, sont présentes dans le plasma ou le sérum. D'autres, comme les IgG ou immunoglobulines G, sont présentes dans le sérum mais aussi les tissus. Et enfin, les immunoglobulines A, encore appelées IgA, sont responsables de l'immunité locale au niveau des muqueuses. Notons enfin que les anticorps peuvent être utilisés comme des médicaments. Dans ce cas-là, par le génie génétique, on peut produire, à partir d'anticorps produits chez la souris, des anticorps qui se rapprochent des anticorps humains. On appelle ces anticorps des anticorps chimériques ou bien encore des anticorps humanisés. Nous avons vu auparavant que les monocytes et les macrophages jouent un rôle important dans la phagocytose, mais aussi un rôle dans la présentation des antigènes. Ces cellules, ainsi que les cellules dendritiques, sont appelées les CPA ou cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules expriment constitutionnellement à leur surface des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité ou encore molécules HLA de classe 1 ou de classe 2, chargées par exemple en peptides, notés en rouge sur la figure. Ces peptides sont capables d'être reconnus ensuite par ce qu'on appelle le récepteur à l'antigène de lymphocyte T, appelé sur la figure le TCR, respectivement de type CD8 ou CD4. Il est classique de considérer qu'il existe deux voies principales de présentation d'antigènes par les molécules du CMH. Prenons l'exemple maintenant d'une infection à virus. Les molécules HLA ou encore molécules du CMH de classe 1 vont intervenir pour la présentation de ces antigènes viraux. Ainsi, cette présentation d'antigènes viraux par des CPA infectés par un virus permettra l'activation de lymphocytes T CD8 cytotoxiques et la lyse des cellules infectées par un virus. Cette image vous montre la grande sélectivité de la lyse par les cellules T CD8 cytotoxiques. En bas, nous remarquons que les cellules de l'organisme qui présentent à leur surface les antigènes issus des protéines qu'elles contiennent, les antigènes du soi, ne seront pas lysés. En revanche, au-dessus, les lymphocytes T CD8 CTL détecteront le petit peptide rouge issu de la présentation des antigènes par le CPA et vont donc lyser la cellule infectée par le virus, car il s'agit d'un antigène du non-soi. Cette image vous résume ainsi le scénario des différentes réponses immunitaires que l'on a vues, en incorporant le rôle des barrières. Les barrières anatomiques, comme par exemple la peau et les muqueuses, assurent une triple protection, mécanique, chimique et biologique. La protection mécanique est soit statique, comme la présence de couches cellulaires kératinisées de la peau, soit dynamique, comme le péristaltisme du tube digestif et du bol alimentaire, les lavages répétés par les urines ou les larmes, ou comme les cellules ciliées des bordures en brosse, comme les cellules bronchiques par exemple, associées au mucus.
Ces mécanismes s'opposent donc à l'adhésion des bactéries et contribuent à leur évacuation dans l'oropharynx. Mais il faut citer également, au niveau de ces barrières anatomiques, les mécanismes de protection chimique, comme par exemple la sueur, qui est bactéricide par l'action des acides gras ou de l'acide lactique qu'elle contient. Également l'acidité de certains milieux, comme le suc gastrique, l'urine, les sécrétions vaginales. Ou bien enfin la sécrétion de différents constituants au niveau des muqueuses, comme le lysozyme, qui est un puissant agent antibactérien, ou les IgA, immunoglobuline A sécrétoires. Enfin, toujours dans ces barrières anatomiques, la présence des flores bactériennes, saprophytes et endogènes, à la surface de la peau et des muqueuses, par exemple au niveau de la muqueuse intestinale, assure une protection biologique contre les infections exogènes. Après ces barrières anatomiques, intervient le système immunitaire proprement dit, avec tout d'abord l'immunité innée et ses effecteurs solubles. Parmi les principaux effecteurs solubles que l'on peut citer, on peut citer le complément, ou encore système complémentaire, qui, comme je vous le disais auparavant, est constitué de protéines qui agissent suivant une cascade enzymatique. Ce complément agit de plusieurs façons. Il induit par exemple une lyse directe de la membrane des agents pathogènes, exemple enveloppe virale, ou bien une lyse des cellules infectées par un virus. Le complément également possède une action chimiotactique. Certains facteurs libérés au cours de l'activation de ce complément peuvent avoir une action sur d'autres effecteurs de l'immunité. Comme autre exemple de l'immunité innée, mais cette fois-ci dans les effecteurs cellulaires, citons les cellules NK. NK pour Natural Killer. Elles sont encore appelées cellules tueuses naturelles et constituent un groupe hétérogène de grands lymphocytes à granulation, participant également à la cytolyse de cellules infectées, notamment de cellules infectées par un virus. Au terme de ces réponses, enfin, la réponse immunitaire adaptative, avec les effecteurs solubles anticorps, les cytokines, appelées encore interleukines, et les lymphocytes T helper ou lymphocytes T cytotoxiques ou CTL. Contrairement à l'immunité naturelle, l'immunité spécifique se caractérise par la mémoire immunologique, c'est-à-dire la sélection et le maintien des lymphocytes B et T spécifiques de forte affinité pour un antigène viral, antigène bactérien, qui assureront une réponse immune plus rapide et plus intense lors d'un contact ultérieur avec le même pathogène. L'induction d'une immunité spécifique mémoire, seule capable d'assurer la résistance de l'hôte à la réinfection, représente donc l'objectif essentiel de la vaccination anti-infectieuse, qui consiste à mimer une primo-infection dans les conditions les moins pathogènes pour l'homme. En réponse à une agression virale, voici le scénario possible. Au cours du temps, après une phase d'incubation, l'agent pathogène se développe, par exemple, le virus va se répliquer dans les cellules et dans les tissus, se met en place l'immunité innée, avec l'afflux de polynucléaires neutrophiles et la sécrétion de composants solubles, de TNF-alpha ou les interférons de type alpha-bêta, ou encore d'interleukine 12. Ensuite, la réponse Natural Killer, réponse NK, puis dans un deuxième temps, la réponse adaptative, avec tout d'abord les réponses lymphocytaires T, CD4 et CD8, et enfin l'apparition des anticorps, et dans ce cas d'anticorps antiviraux ayant éventuellement un effet neutralisant. Le système immunitaire est donc extrêmement efficace pour lutter contre les agressions infectieuses ou les tumeurs. Mais il existe certains dérèglements de cette immunité. C'est ce qu'on appelle les problèmes immunopathologiques, les maladies auto-immunes, les phénomènes d'allergie, qui sont plutôt des hyperréactivités, ou à l'inverse des déficits immunitaires. On parle de maladies auto-immunes lorsque l'organisme développe des réactions immunitaires contre les molécules du soi. Il existe par exemple des thyroïdites auto-immunes, avec des anticorps appelés auto-anticorps antithyroïdes. On décrit également des maladies appelées systémiques, car ils concernent plusieurs organes, c'est le cas du lupus érythémateux, ou encore des lymphocytes T autoréactifs, dirigés contre le pancréas, à l'origine du diabète insulinodépendant. Dans ces maladies auto-immunes, on a effectivement une balance qui est modifiée, avec une dominance de lymphocytes T particulières,
notamment de TCD4, appelés lymphocytes Th1. Les phénomènes d'allergie sont un autre exemple de dérèglement de l'immunité. On appelle l'allergie également hypersensibilité de type 1. Elle rentre ainsi dans la catégorie des hypersensibilités classées de 1 à 4. Dans ce cas-là, c'est une balance qui est modifiée, mais cette fois-ci avec dominance de lymphocyte CD4 appelé Th2. Ces phénomènes d'allergie peuvent être déclenchés par certains antigènes, appelés les allergènes, induisant la génération d'une classe d'anticorps particuliers appelés les IgE, ou encore immunoglobulines E. La réaction allergique est donc la combinaison de cet allergène avec l'IgE spécifique, et cette fois-ci fixée sur les mastocytes ou les polynucléaires basophiles. Enfin, à l'inverse, il existe des dérèglements de l'immunité, mais cette fois-ci vers des situations d'immunodéficience. Ces déficits immunitaires peuvent être congénitaux ou bien acquis. Acquis par exemple après une infection virale, c'est ce que l'on observe dans le cas de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH. Ces déficits immunitaires peuvent concerner tous les effecteurs que l'on a vus, et bien sûr les lymphocytes B et les lymphocytes T. C'est dans ce contexte d'immunodéficience acquise ou congénitale que peuvent apparaître des infections ou des maladies opportunistes. On appelle ces agents infectieux opportunistes. Ces maladies opportunistes sont fréquentes, notamment chez le sujet infecté par le VIH, ou bien chez des patients transplantés recevant des médicaments immunosuppresseurs.